Joshua. Et du coup, voilà, je parle et je vais te mettre en plein écran. Voilà, normalement, si tout va bien, je crois qu'on va t'entendre. C'est bon, tout le monde m'entend? Ah ben, en tous les cas, moi, je t'entends. Donc, du coup, je pense que normalement, tout le monde t'entend. Il est beau, le président. Bah oui, Joshua est donc le président de l'association. Et du coup, je vais lui laisser la parole peut-être pour présenter un petit peu l'association et aussi pourquoi ils ont décidé d'organiser ce webinaire. C'est à toi de jouer, Joshua. Alors, bonjour à tous. Donc, merci d'être parmi nous ce matin pour le premier webinaire du Club Achat. Donc, très brièvement, moi, je suis président du club et le Club Achat est un club métier de la Charente-Maritime et de Sèvres. Euh, donc, le club il organisé régulièrement des événements pré-Covid. Donc, on organisait des soirées, des visites d'entreprise, des masterclass, des animations. Et donc, avec la Covid, on a dû s'adapter. Donc, tout ça, on va essayer de se digitaliser. Donc, il y aura une refonte du site Internet qui est en cours. Et puis également, on va commencer des webinaires. Donc là, c'est le premier avec Fabrice, que je remercie vivement d'avoir accepté. Et on est en discussion avec notamment Quentin Mirablon de Buyers Life pour réaliser un prochain webinaire dans les semaines à venir. Donc, pour présenter un peu Fabrice Menlo, même si je pense qu'il y a pas mal de personnes qui le connaissent, c'est un expert en achat et fondateur du blog Apprendre des achats et de Crop Co. Il est fondateur et président de Crop Co, qui est une société de référence sur la transformation des organisations achats. Donc, il a également imaginé et conçu l'outil achat OKVO. Et parmi leurs clients, il y a SNCF, Bouygues Construction, Vinci, Orange, pour n'en citer que quelques-uns. Voilà, donc c'était la petite présentation. Je vais maintenant laisser la place à Fabrice Menot pour le webinaire. Et puis, je vais vous retrouver plus tard avec Christophe Richard et Fabrice donc, pour la table ronde. Super. Ben, merci, Joshua. Et encore un grand merci d'avoir eu la gentillesse, j'allais dire l'amabilité, en tous les cas, de me proposer de venir avec vous pour cette première. C'est chouette parce que il y en aura peut-être plein d'autres, mais du coup, Oui, j'espère. à jamais, on restera les premiers, comme on dit. Ouais. Hein. Donc, je fais un gros coucou à mon ami Quentin Mirablon. Sur ce coup-là, 1-0 pour le vieux et il comprendra. Allez, alors, en effet, Joshua avec Christophe vont nous rejoindre dans un deuxième temps. On a prévu, après quelques échanges que je vais avoir avec vous sur le thème de la négociation, de les faire intervenir avec moi pour pouvoir prendre vos questions et poursuivre un peu dans un format de e-table ronde, hein, j'allais dire, même si ces tables rondes sont jamais rondes, mais en tous les cas, ils vont nous rejoindre. Donc, dans un premier temps, je vais en effet reprendre la main et puis du coup, on fera revenir Joshua dans un deuxième temps. Donc, à tout à l'heure. Merci, Fabrice. Allez, on est parti. Donc du coup, vous devez voir mon écran si j'ai pas fait de bêtises. Et donc du coup, en effet, quand Joshua et Christophe m'ont appelé il y a quelques semaines de cela, ils m'ont dit voilà, on aimerait organiser un webinaire. On aimerait bien que tu puisses l'animer avec nous. Est-ce que ça t'intéresse? Et j'ai dit, mais avec grand plaisir, hein, d'autant plus que voilà, j'apprécie beaucoup. J'ai des bons souvenirs des quelques échanges qu'on avait pu avoir du côté de La Rochelle et à Niort également. Et du coup, j'ai accepté. Et au moment de raccrocher, je leur ai dit, ah, au fait, de quoi voulez-vous qu'on parle? Et ils m'ont dit, la négociation. Bam! Voilà. Et donc, du coup, je leur ai dit, la négociation. Ben ok, parlons de la négociation, puisque en effet, nous sommes des acheteurs, donc on va dire que c'est une partie de notre terrain de jeu. Je le dis aussi souvent, c'est souvent pour ça qu'on fait ce métier d'achat. C'est parce que généralement, on est très intéressé à ce thème de la négociation. Alors du coup, j'ai accepté d'évoquer le sujet, mais j'allais dire, j'ai accepté d'évoquer un petit peu à ma manière, pour le coup, puisque du coup, je vais aussi partager quelques idées avec vous. Alors je sais d'ores et déjà que vous serez
plus ou moins d'accord avec ce que je vais évoquer, c'est pas très grave, c'est normal, puisque du coup, on va échanger sur ce sujet. Moi, l'idée, c'est que je vous partage une partie de mes convictions, mais aussi que je vous partage une partie de ce que je vois sur le terrain. Hein. C'est pas uniquement qu'un livre qui vous parle ou un consultant, c'est aussi quelqu'un qui a été acheteur, qui vit avec des acheteurs et qui vous fait un retour de ce que moi je vois. Alors, bien évidemment, et pardon par avance, je vais être obligé de prendre quelquefois des angles un peu médians par rapport aux réalités. Et j'accepte tout à fait que chez vous, il y ait des approches qui sont un peu différentes. C'est normal. Vous avez des gens de 25 ans, vous avez des gens de 50 ans, vous avez des gens qui sont dans l'univers d'agroalimentaire, des services, des achats publics. Vous avez tous des postes et des rôles différents. Donc forcément que le terme de la négociation, il va s'appliquer de manière un peu différente. Pour autant, moi, j'ai souhaité vous partager quelques points sur lesquels on devrait se retrouver, puis quelques idées pour bien l'utiliser. Allez, oui, Jérôme Greff. Une belle pensée pour Jérôme. Alors, deux mots. Merci en effet à Joshua pour sa présentation. Je suis en effet le dirigeant d'une société qui s'appelle Crop & Co. C'est ma page de pub, hein, donc du coup, voilà, je la fais au début. Pour que vous puissiez écouter la suite. Vous savez, maintenant, il y a des vidéos sur YouTube. Ben voilà, c'est ma vidéo. Donc, moi, je m'occupe de Crop & Co. C'est un grand bonheur depuis maintenant un peu plus de 15 ans de développer avec une équipe extra tout ce qui touche au développement des organisations achats. On a travaillé avec beaucoup d'organisations, on continue à le faire dans différents domaines. Et là, notre métier chez Crop & Co, c'est comment on aide à grandir ou comment encore on aide à créer quand il y a besoin. Alors, pour faire ça, on a développé une offre autour du conseil, une offre autour de la formation, bien évidemment. Et puis, depuis quelques semaines, on s'est lancé dans un nouveau projet de mettre à disposition des masterclass achats. Hein, et donc, du coup, et certains, je vois d'entre vous qui sont ce matin avec nous, ont pu assister à ces premières masterclass. Donc, c'est des formations à distance. Deuxièmement, et ça c'est un sujet majeur pour nous, on a mis en place une plateforme OKVO qui vient vous aider à développer et à, on va dire, piloter votre organisation achat. Ça aussi, c'est un sujet qui fonctionne plutôt bien. Et pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de demandes, il y a des attentes fortes des équipes achats qui en ont un petit peu marre de batailler avec leur fichier Excel. Il y a maintenant des choses plus pertinentes. Et puis enfin, dernier point, ça c'est plus pour le fun. Ça me fait beaucoup de bien et j'ai des super échanges avec beaucoup d'entre vous. J'ai développé un blog qui n'a juste que d'envie, d'échanger sur le thème des achats, qui s'appelle Apprendre les achats. Alors on va parler de négociation. Et du coup, j'ai dit, mais tiens, plutôt que de dire la négociation, les fondamentaux, les 7 règles d'or, etc., je me suis dit que ça pouvait être intéressant de rentrer sur la négociation sur un angle peut-être un petit peu moins commun, qui est de se dire, mais en fin de compte, pourquoi négocier et peut-être pourquoi on négocie tant et si jamais on négociait moins, est-ce qu'il n'y aurait pas là déjà un premier axe de performance qu'on pourrait essayer d'utiliser. Alors, je sais bien qu'en m'adressant à des acheteurs, c'est un peu osé d'aller dire, vous qui êtes là et qui êtes des acheteurs et qui négociez, on va essayer de négocier moins. Et pour autant, je vais essayer de partager avec vous ce que je suis amené à voir pour se dire que peut-être on pourrait quelquefois négocier moins. Alors, et du coup, mon thème a fait réagir. Hein, j'ai piqué. Alors, Anthony n'est pas inscrit au webinaire, mais du coup, je lui ferai un petit coucou. Anthony, vous voyez, quand on a posté sur LinkedIn les premières informations sur le webinaire en disant si on négociait moins, j'ai eu pas mal de réactions. Alors, certaines sur LinkedIn, d'autres en direct. En me disant mais qu'est-ce que tu fais? Et vous voyez Anthony qui est quelqu'un qui réagit souvent sur les réseaux et qui participe bien. Il dit mais pourquoi se freiner à la négociation? Et il a raison en fin de compte. Pourquoi se freiner? Et donc du coup c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc je vais revenir avec vous sur pourquoi négocier. La négociation au sein de nos activités d'achat, hein, puisque du coup la négociation c'est une pratique qu'on va mettre au service de nos activités. Je vais revenir sur un point qui m'est absolument, qui est crucial et qui m'est très très cher, c'est la préparation. Et puis enfin, on terminera sur, en fin de compte, pourquoi on pourrait faire un peu différemment et surtout comment on pourrait gagner du temps, peut-être en négociant moins ou en négociant mieux, hein, et quelques pistes pour aller plus loin. C'est pas un cours, hein, une fois encore, c'est pas l'objectif, c'est plus d'avoir une thématique sur laquelle on va pouvoir échanger ensemble. Et je vous rappelle que vous avez la possibilité à tout moment d'aller poser des questions. Donc, n'hésitez pas à réagir. Et comme ça, quand on fera notre table ronde,
on pourra ensemble venir répondre à ces questions. Ça vous va? On y va comme ça. Je regarde un petit peu les questions. Ça va pour l'instant, tout est sous contrôle. Allez, on est reparti. Pourquoi négocier? Déjà, moi, je voulais juste rappeler que on négocie parce qu'on n'est pas d'accord, hein, et que du coup, la négociation, elle sert à ajuster des choses qui fait qu'on n'est pas d'accord, et que du coup, si on est d'accord, on négocie pas. Donc, on pourrait déjà se dire, il y a un certain nombre de situations où on pourrait être d'accord et on aurait à s'affranchir d'une négociation. Hein, c'est pas parce que c'est dans vos activités de négocier qu'il faut que tout sujet soit un sujet de négociation. Hein, je sais que j'entends souvent ça, des acheteurs. Moi, je suis un acheteur, donc je suis là pour négocier. Voilà, j'entends même certains acheteurs qui disent une hérésie, je suis l'empêcheur de tourner en rond. Donc, tout d'un coup, on se dit, merde, l'acheteur, je pensais que c'était quelqu'un qui était là pour nous aider à nous rendre la vie plus facile. Et en fin de compte, là, j'ai quelqu'un qui m'annonce clairement, je suis là pour que ça se passe pas comme c'était prévu. Voilà. Donc moi, je dis juste que interrogez-vous quelquefois dans des situations où on n'est pas obligé d'aller créer le différent qui va nous permettre d'aller négocier, mais quelquefois, il y a des choses qui peuvent s'accepter dans l'État et qui vont vous permettre à la fois de gagner du temps et de vous rendre la vie plus facile, hein, parce que la négociation, on va le voir, dans un certain nombre de cas, ça peut être quelque chose qui peut être complexe à mettre en œuvre, voire douloureux, hein, et peut-être même voire dramatique pour certains. Donc, ayez toujours ça en tête. Premièrement, est-ce qu'on va avoir besoin de négocier? Voilà, hein, parce que du coup, ce qu'on veut éviter, c'est la bagarre, voire le conflit, voire les situations dans lesquelles vous aurez du mal un petit peu à faire un retour arrière. Hein. Donc du coup, premier message, est-ce que j'ai besoin de négocier? Voilà, je reçois une offre, est-ce que nécessairement il faut que je renégocie toutes les offres que je reçois? Et on va y venir un petit peu plus tard. Je suis pas absolument convaincu que ce soit toujours nécessaire. Alors, j'ai voulu me dire, mais du coup, quand est-ce qu'on négocie? Voilà, à quelle période on va négocier, hein? Je considère que la négociation, c'est une de vos pratiques. On va dire que, puisque nous sommes aux achats, c'est une de nos pratiques essentielles au niveau du métier. Mais du coup, quand est-ce qu'on met ces pratiques en œuvre? À quel moment de nos activités? Alors, j'ai essayé de reprendre une diapo, j'espère que vous la voyez bien à l'écran, qui, pardon, je suis en train de regarder toujours les messages, qui reprend un petit peu nos activités. Donc, quand on réinstalle un peu nos activités achats de manière un peu macro, ben, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir déjà une activité. Alors, j'ai voulu mettre tout en bas de la diapo les activités d'approvisionnement, hein, puisque du coup, ben, elles ne nous concernent pas en tant qu'acheteurs, si ce n'est que je sais que parmi vous, certains ont quelquefois soit quelques activités d'approvisionnement dans leur job, soit des liens avec une activité appro qui se trouve soit au sein des achats, soit souvent au niveau de la supply chain ou de la production. Et donc, du coup, on peut être amené dans des logiques de négociation avec les appros, vous le savez, sur un litige, sur une problématique de gestion de pénurie. Bien, et déjà là, il peut y avoir des actions de négociation, hein, où on va avoir des vues un peu différentes, des objectifs un peu différents, il va falloir négocier. Puis après, dans les activités d'achat, on va avoir, là clairement, on a des besoins, on a un marché fournisseur, on vient opérer un dossier d'achat, ben là très clairement, on est dans la situation, on va dire, typique, où dans le process d'acquisition d'un produit ou d'un service, on peut avoir une activité de négociation. Alors, là aussi, je vous encourage quelquefois à sortir un peu des chemins tout écrits où systématiquement, on met en place cette activité de négociation et que du coup, comme on l'a mise en place, eh ben, on veut la réaliser. Une fois encore, je vous répète que vous pouvez vous affranchir dans certaines situations de cette phase de négociation, hein, et on verra peut-être comment on peut s'en affranchir. En tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que beaucoup d'organisations achats avec lesquelles je travaille, en fonction de leur maturité, je ne peux pas complètement dire que plus on est mature en achat, moins on négocie, mais en tous les cas, ce que je peux dire par contre, c'est que souvent je vois des situations où on négocie beaucoup parce qu'on n'est pas très mature. Hein, donc du coup, on verra aussi comment un peu on peut utiliser un peu tout ça. Et du coup, voilà, posez-vous la question.
Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va retrouver quand on est sur nos activités d'achat? Bien sûr, on a tout ce socle avec les fournisseurs qui démarrent souvent par des phases de veille, de sourcing, et puis à un moment donné d'évaluation, de sélection, et puis de gestion du panel. On peut retrouver pendant toute cette phase de référencement, de sélection, bien évidemment, on va pouvoir retrouver des actions et des activités de négociation à certains endroits, puisque vous savez qu'un référencement, ce n'est pas qu'un acte mécanique. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, cette phase de sourcing, ça reste un sujet important, sensible et pas toujours bien réalisé par les organisations achats. Donc, du coup, il peut y avoir là aussi de la négociation. Et puis enfin, vous allez construire ou poser vos stratégies d'achat, qui sont issues souvent d'une politique achat. Et bien, quand vous faites votre stratégie d'achat, vous allez définir ce qui va se passer dans les 12 à 18 prochains mois sur une catégorie, sur une famille de dépenses. À cet endroit-là aussi, avec vos clients internes, ce qu'on appelle quelquefois les parties prenantes, vous allez pouvoir décider de ce que vous allez faire ou pas. Je vais vous prendre quelques exemples que vous avez ou que peut-être certains d'entre vous rencontrez. J'ai beaucoup travaillé sur les achats indirects. Quand vous mettez en place une politique de flotte de véhicules, et on sait à quel point c'est ça le levier essentiel sur cette famille d'achats, eh bien, clairement, vous êtes en négociation interne avec le patron des ventes, avec le DRH, avec le DG, avec le DAF, qui tous ont des intérêts forts sur cette catégorie de dépenses, mais souvent des intérêts qui sont un peu antagonistes. Et donc, du coup, il va falloir un peu rapprocher tous ces intérêts. Donc, on est ici dans une négociation interne à l'organisation, qui d'ailleurs souvent ne sont pas les plus simples. Et du coup, voilà, là aussi, on est sur un acte de négociation. Voilà. Et puis, vous allez retrouver également ces négociations dans les plans d'action. Et puis enfin, j'ai voulu rajouter une dimension managériale, alors qui va concerner bien sûr les managers, mais aussi les managers. Et donc du coup, oui, Christophe, c'est plus dur de négocier avec ses collègues que de négocier avec un fournisseur. Donc du coup, dans ces actes managériaux, on va avoir aussi beaucoup de situations de négociation. Donc du coup, sur les ressources humaines, par exemple, on a quand même une petite séquence annuelle qui s'appelle l'évaluation de ses performances, de ses objectifs, et quelquefois c'est une bonne séquence pour parler de sa rémunération. Et donc là, pour le coup, on est clairement sur un acte de négociation. Il est très rare qu'on soit tous d'accord du premier coup sur ce sujet. Voilà. Mais vous avez aussi des actions autour, vous voyez, ici, on a remis les outils et les systèmes d'info. Je peux vous dire que pour les accompagner et travailler avec eux, un certain nombre de patrons d'achat vont devoir aller argumenter, défendre un projet pour s'outiller, pour mettre en place de nouvelles approches. Et donc, tout ça, c'est autant de sujets de négociation que vous allez avoir à manager. Vous voyez, donc, si on reprend ici de manière très, on va dire, globale nos activités, sur l'ensemble de ces activités, on a beaucoup de points de négociation. Et on va y revenir, je pense, sur la remarque de Christophe dans le chat. C'est en effet souvent un peu plus dur de négocier avec ses collègues, là où quelquefois l'acte de négociation, il est un peu plus normé et organisé, avec des populations qui ont souvent plus l'habitude de mener ces négociations. Voilà, et tout de suite, on démarre avec du win-win. En effet, voilà, c'est plutôt c'est pas toujours du win-win en interne. Voilà ce que je voulais dire. Donc ça concerne vraiment, une fois encore, l'ensemble de vos spectres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est véritablement une pratique qu'il faut absolument maîtriser. Je le dis souvent, si j'avais à retenir les 2-3 grandes pratiques qui fait qu'on est un acheteur, je mettrais à l'intérieur de ces éléments la pratique de la négociation, la capacité à bâtir des stratégies d'achat, une capacité à communiquer. Voilà, tout ça, c'est des socles. Et si comportementalement, vous n'êtes pas doté de ces dimensions-là, c'est déjà à cet endroit-là qu'on va se dire que le métier va être compliqué. Si jamais vous n'aimez pas négocier, voilà, il y a aimer et il y a savoir-faire, mais le point de départ, c'est aimer à faire cette activité.
Ça, c'est sur les activités. Alors, si on continue d'avancer, on va parler maintenant un petit peu de préparation. Voilà, parce que sur ce sujet-là, euh, c'est là que ça se joue. Hein. Je savais pas trop comment essayer de vous éclairer ce message, mais en fin de compte, c'est un sujet essentiel. Et je voudrais juste vous partager une réflexion que j'ai quelquefois partagée avec certains. C'est que souvent, au niveau du métier de l'acheteur, on a, nous acheteurs, hein, on a un petit peu tendance à dire acheteur, vendeur. Du coup, c'est un peu le même métier. On est chacun d'un côté de la barrière, etc. Acheteur, vendeur, je t'aime, moi non plus, voilà. Et on a toujours eu tendance à penser que c'était deux métiers très très miroirs, ce qui à mon avis n'est pas tellement le cas, et pas autant le cas que ce qu'on pourrait penser, parce que notamment il y a une différence assez fondamentale au niveau de l'acte de vente, et donc du coup pour nous de l'acte d'achat. C'est que clairement, je connais peu d'acheteurs qui, parce que ils ont mal préparé une négociation, ne vont pas pouvoir acheter. Hein. J'allais dire, quand on est acheteur, bah, en vérité, quand vous regardez le bilan à la fin de l'année, tout au long de l'année, vous aurez acheté ce que vous avez acheté. Alors des fois bien, des fois moins bien, des fois facilement, des fois ça a été très compliqué, mais au final, vous aurez fait votre job. Hein. Et il n'y a pas de situation dans lesquelles vous allez vraiment être confronté à un échec d'achat. Ce qui est absolument différent du métier de la vente. Voilà, les vendeurs, ben, c'est assez binaire. Ils vendent ou ils vendent pas. Voilà. Alors que nous, acheteurs, on achète toujours. Hein. D'ailleurs, c'est ce qui fait, à mon avis, une différence fondamentale entre l'acheteur et le vendeur. C'est que du coup, le vendeur, il se retrouve avec des zones d'émotion beaucoup plus fortes. Hein. Un vendeur qui réussit une vente, il a un niveau de satisfaction et d'adrénaline qui est très très haut. Et un vendeur qui perd un dossier parce que l'acheteur a choisi une autre solution et un dossier sur lequel il a beaucoup travaillé, ben, il est un peu au fond du trou. Quoi, voilà. C'est moins vrai sur une négociation d'achat, même si encore une fois, on peut avoir de la satisfaction à bien acheter, à mieux acheter, à avoir bien atteint ses objectifs, mais c'est souvent un peu différent. Voilà. Donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un vendeur qui n'a pas préparé, 9 fois sur 10, il ne vend pas. C'est-à-dire qu'il a une sanction terrible. C'est d'ailleurs pour ça que moi qui aujourd'hui accompagne un certain nombre d'équipes de vente sur le thème de la négociation avec les acheteurs, je vois à quel point ils sont souvent préparés. Hein. Alors je vous parle ici bien sûr des bons exemples que j'ai. Hein. Il y a aussi des mauvais exemples de vendeurs. Mais je trouve, de manière un peu générale, sans trop caricaturer le propos, que les vendeurs arrivent souvent en négociation mieux préparés, hein, parce qu'ils savent que, in fine, il y a une sanction forte. Hein, et vous le savez bien, vous qui rencontrez des vendeurs, quand un vendeur ne connaît pas son dossier, connaît pas son argumentaire, connaît pas son produit, connaît pas son client, hein, etc., les impacts sont terribles en négociation. Voilà. Du coup, tout ça, il le met sous contrôle. Ce qui est un petit peu moins vrai côté achat, hein, parce que du coup, in fine, ben, on finit par retomber sur nos pattes, tant bien que mal, mais quelquefois en laissant pas mal de plus. Donc, le premier message que je veux vraiment vous passer, vous avez du temps à investir sur la préparation. C'est absolument essentiel. Et aujourd'hui, je pense que c'est ce qui fait vraiment défaut dans ce que je peux être amené à voir. Il y a encore beaucoup d'acheteurs qui considèrent qu'ils connaissent le dossier et du coup, ils n'ont pas besoin. Alors souvent, c'est parce qu'ils n'ont pas le temps de préparer la négociation et c'est dramatique pour moi par rapport à l'impact de ce que vous allez avoir à faire. Alors, une petite citation, j'aime bien Abraham Lincoln qui nous dit que l'on me donne 6 heures pour couper un arbre et j'en passerai 4 à préparer ma hache. Mais c'est une bonne synthèse de ce que vous avez à faire en négociation. En vérité, l'acte de négociation, il va consister essentiellement à préparer. Quand la préparation a lieu, l'acte de négo peut être assez rapide. Hein. D'ailleurs, souvent, là où on passe beaucoup de temps en négociation, c'est parce qu'on n'a pas mis 4 heures à s'occuper de sa hache. Et que du coup, le temps qu'on n'a pas passé à préparer, on va malheureusement le passer pendant l'acte de négociation. Voilà. Et c'est là que vous avez beaucoup à travailler pour gagner du temps et de la performance. Hein. Au-delà du temps, c'est de la performance. J'ai voulu prendre aussi un exemple dans le monde du sport. Vous savez, pour ceux qui me suivent, que je suis un grand sportif
télévisuel, comme on dit maintenant. Voilà, et je suis un passionné de basket. Et j'ai lu à peu près tout ce qui pouvait se dire ou s'écrire ou se voir sur Michael Jordan, qui est forcément une idole. Et ben Michael Jordan, tout Michael Jordan qu'il était, et s'il y en a bien un qui maîtrisait le sport basket, c'était lui, et bien c'était toujours une personne qui se rendait dans les stades pour la partie d'échauffement 3 à 4 heures avant le début du match et jusqu'à la fin de sa carrière. Voilà, c'est quelqu'un qui enchaînait des centaines de lancers francs tous les jours, et là aussi jusqu'à la fin de sa carrière. Donc du coup, cette phase de préparation, qu'ici j'illustre sur la manière sportive, je pense qu'il faut que vous intégriez que c'est une activité essentielle. Voilà, il faut que demain, vous puissiez en arriver à un tel point que d'aller en négociation sans préparation, ça doit vous devenir impossible. Voilà, on monte dans la voiture, on met la ceinture. On ne se pose plus la question aujourd'hui. Et bien du coup, on part en négociation, on prépare. Si on ne prépare pas, il manque quelque chose. Allez, je vous rappelle que vous pouvez poser des questions. Hein. Je vois que vous êtes pour l'instant silencieux, mais du coup, vous pourrez réagir. Alors, qu'est-ce qu'on met derrière cette préparation? Là aussi, je n'ai pas voulu vous faire des listes trop longues, mais j'ai retenu 3 éléments qui peuvent permettre souvent de bien définir ce qu'on peut mettre en préparation. Premier élément, des objectifs. Voilà, et c'est peut-être, allez, s'il n'y en avait qu'un, retenez celui-ci. Voilà, une négociation préparée, c'est une négociation sur laquelle vous vous êtes fixé des objectifs. Voilà, et je tiens à vous le dire, je suis encore souvent étonné de voir le nombre d'acheteurs qui partent en négociation sans s'être fixés d'objectifs. Voilà, et un objectif, c'est pas je vais essayer de faire baisser le prix. Ça, c'est pas un objectif. Voilà, un objectif, c'est un chiffre, c'est un délai, c'est une quantité, c'est une qualité, c'est un niveau de service. C'est tout ça un objectif. Voilà. Donc, la chose essentielle pour moi qui va vous permettre à la fois d'être beaucoup plus performant, mais aussi de gagner beaucoup de temps, c'est de se fixer des objectifs. Parce que du coup, s'il n'y a pas d'objectif de fixer, ben, la négociation, on ne sait pas quand est-ce qu'elle s'arrête. Le fournisseur a offert à 10, on a négocié avec lui, on est à 9. C'est bien, c'est pas bien. Ben, si on est à 9, peut-être qu'on peut être à 8,5. Et donc, du coup, on continue à négocier. La question, elle n'est pas de savoir si je peux continuer à faire baisser le prix du fournisseur ou à négocier autre chose. Hein. Je vais beaucoup parler de négociation de prix, mais on sait qu'on peut négocier plein d'autres choses. La question, elle est de savoir quel est l'objectif que je me suis donné sur ce produit ou ce service. Et est-ce que cet objectif, je l'ai atteint? Voilà. Et là, vous avez énormément de choses à gagner dans la manière d'aborder la négociation. Et une partie importante des problèmes qu'on rencontre dans des négociations qui se passent mal, c'est parce que ce point-là n'a pas été cité. Une négociation qui dure 9 fois sur 10, c'est parce que l'acheteur n'a pas fixé d'objectif. Donc, il ne sait pas à quel moment arrêter la négociation. Ce qui est d'ailleurs beaucoup plus simple côté vendeur, où généralement les vendeurs, eux, ont des limites dans lesquelles ils peuvent négocier. Et du coup, ces limites, elles sont atteintes ou elles ne sont pas atteintes. Ils ont aussi souvent des logiques de validation. Quand vous allez trop loin, bien tout d'un coup, c'est le N+1, etc. Et comme le dit Maguette, et je peux que le partager parce que franchement, j'ai tellement d'exemples que oui, en se fixant des objectifs, vous allez non seulement pouvoir les atteindre, hein, ça c'est tout l'enjeu, mais surtout gagner beaucoup de temps. Alors la question qu'on me dit souvent, oui, mais des fois, moi, je sais pas. Ah, ça c'est autre chose. Tu sais pas parce que tu n'as pas préparé. Et du coup, on revient à la préparation. Voilà, tout l'enjeu d'une offre qui est à 10, c'est de savoir si votre objectif, c'est d'aller chercher 8, 7,5, 9,5. Ça, c'est le travail de la préparation. Hein, et ce travail, on le fait avec la connaissance qu'on a du marché, du besoin, du dossier, du budget, de tous les éléments qui vont concourir à la définition de l'objectif. Hein, donc, du coup, on reboucle bien avec cette dimension de préparation, fixer les objectifs. Deuxièmement, alors, qu'est-ce qui se passe? Tac. Voilà. Deuxièmement, une fois qu'on a fixé les objectifs, eh ben, il faut travailler son dossier. Hein. Alors, je vous parle ici d'argumentaire, de scénario. Je ne vais pas rentrer une fois encore dans les différentes méthodes que vous allez pouvoir utiliser pour négocier, la méthode des 4C, des 6P, des 3 trucs, des 7 machins. Il y a plein de choses. Hein. Il faut juste utiliser une approche systémique et une approche qui vous donne des résultats et que vous allez améliorer au fil du temps, puisqu'on sait aussi que la négociation, c'est une activité
d'expérience et que du coup, on négocie pas tout à fait de la même manière quand on est un jeune acheteur, quand on est un acheteur expérimenté, quand on est un acheteur qui maîtrise parfaitement sa catégorie de dépenses ou ses typologies de dossiers, etc., etc. Mais en tous les cas, il faut absolument travailler, préparer son scénario. Voilà, hein, une fois encore, je vais devoir… n'oubliez jamais, vous négociez parce que vous n'êtes pas d'accord. Hein, c'est le point de départ. On se rencontre parce qu'il y a un différent. Voilà. Alors, un différent, il peut être plus ou moins grand, il peut être sur plus ou moins de sujets, mais on n'est pas d'accord. Donc maintenant, comment on va arriver à être d'accord, hein? Donc du coup, il va falloir que je travaille sur quels arguments je vais donner envie à l'autre d'être d'accord. Et puis peut-être sur les éléments sur lesquels on n'est pas d'accord, quels sont peut-être les points qui sont peut-être pour moi des points qui ne sont pas si importants que ça et que je vais pouvoir peut-être concéder à l'autre. Tout ça, ça se travaille. Il faut travailler ces scénarios, il faut se préparer. Voilà. Et plus vous serez préparé, plus du coup, vous pourrez aborder la situation. Parce que la négociation, je le dis souvent, c'est comme un grand 8. Vous savez, vous montez dans la petite voiture, là, et tout doucement, vous montez jusqu'en haut, et là, vous préparez. Par contre, quand la négociation est partie, ça va très vite. Et là, pour le coup, si vous n'avez pas bien préparé, vous allez très vite être confronté à des difficultés parce que du coup, en face de vous, une fois encore, considérez que celui qui est en face de vous, lui, aura préparé sa négociation. Et puis enfin, le troisième élément qu'on peut partager quand on est sur une négociation, c'est la planification des actions. Voilà, je trouve que là aussi, et une fois encore, on ne va pas trop le systématiser parce que peut-être que c'est plus ou moins vrai suivant vous qui m'écoutez, mais je vois trop les acheteurs qui notent dans leur agenda le fait que dans 15 jours, il y a la négociation avec leur fournisseur. Mais quand je rembobine à partir de ce 15 jours jusqu'à aujourd'hui, je ne vois pas dans l'agenda de réunion, de préparation, de collecte des informations, de rencontre des autres interlocuteurs, etc., etc., etc. C'est-à-dire qu'on a la finalité de mettre dans son agenda la réunion de négociation, mais on met plus rarement dans son agenda toutes les réunions qui vont me conduire à cette négociation. Et donc, du coup, là aussi, je pense que c'est une bonne pratique de venir organiser comme un projet ce qui va se passer. Alors, bien évidemment, j'entends déjà des premières remarques parce que je sais que vous avez dans ces négociations des négociations qui sont sur des sujets simples, rapides, et puis des négociations plus complexes. Et bien évidemment qu'on ira un peu plus vite sur les négociations plus simples. Mais sur les négociations plus denses, et bien du coup, je vous encourage non seulement à les préparer, à fixer des objectifs et à les planifier. Sinon, vous avez très peu de chances d'aboutir. C'est clair que vous serez en déséquilibre de force par rapport à vos fournisseurs notamment, mais aussi en interne. Si vous allez négocier une augmentation de salaire sans avoir préparé votre argumentaire, c'est pas gagné. D'accord? Donc préparation, ces 3 messages, et vraiment je les mets fortement sur ma présentation. C'est quasiment presque les éléments essentiels de ma présentation parce que je vois trop d'écart entre les bonnes pratiques qui délivrent souvent de la très bonne performance et puis la réalité du terrain avec un écart qui est assez important. Dans la négociation, alors là, je vais me parler un peu plus des fournisseurs. Je pense qu'il y a un point essentiel quand on négocie. Déjà, moi, je vous encourage à négocier avec très peu de fournisseurs. Hein. Je trouve toujours très étonnant qu'on fasse une consultation à plus de 2 ou 3 fournisseurs. Hein, franchement, évitez de consulter 10 fournisseurs parce que ça veut dire que vous n'avez pas fait votre travail de sourcing. Voilà. Si vous avez bien fait le job de veille et de sourcing, à la fin de l'histoire, vous allez retenir les 2-3 pour mener la compétition. Et 2-3, c'est largement suffisant. Hein, donc, ne partez pas sur des choses qui sont beaucoup plus lourdes. Pourquoi? Parce que c'est autant de travail que vous allez prendre. Hein, si vous consultez 10 fournisseurs, ça veut dire que vous allez avoir 10 dossiers de réponse, peut-être un certain nombre de réunions. Donc, c'est du coup, vous mettez vous-même une balle dans le pied. Si vous en consultez moins, bien forcément, vous aurez un petit peu moins de travail à réaliser. Par contre, ce travail, il est un peu déporté sur la phase amont, parce que du coup, pour en consulter moins, à la fois, il faut savoir choisir lesquels on va consulter, et puis, ceux qu'on va consulter, il y a un travail que moi j'appelle l'attractivité. Voilà, il faut donner envie à vos fournisseurs de répondre à votre consultation et de répondre de manière la plus optimisée dès le début.
Voilà. Et ça va être dans votre capacité à mettre en valeur votre offre. Hein. Vous parlez souvent de vente de votre entreprise, de vente des dossiers, c'est vrai. Mais du coup, il faut que le fournisseur, cette consultation, il ait une envie forte de la gagner. Et donc, du coup, il faut réfléchir comment je vais donner envie à l'autre. Hein, je vois, ne vous contentez plus de penser que parce que vous êtes le client, ça va être suffisant. C'est plus vrai. Voilà. Moi qui suis vieux, je l'ai un peu vécu, mais ça, c'était il y a 15 ans. Aujourd'hui, c'est plus vrai. Vous avez même, dans un certain nombre de cas, beaucoup de fournisseurs qui répondent même plus à certaines consultations. Hein, et ceux qui travaillent dans l'univers public le savent bien. On se retrouve avec quelquefois des dossiers infructueux, parce que nos dossiers, ils n'ont pas été suffisamment intéressants pour que les fournisseurs aient envie de s'y adresser. Et comme les fournisseurs sont comme vous dans une recherche de l'efficience et de la performance, du coup, ils vont consacrer peut-être un peu plus d'énergie, peut-être un peu plus d'envie sur des dossiers sur lesquels ils estiment avoir une chance de succès plus importante, peut-être une chance de profitabilité plus importante. Donc, réfléchissez à ça. Hein, je vois encore beaucoup d'acheteurs qui réfléchissent à eux quand ils consultent les fournisseurs. C'est une petite erreur. Il faut réfléchir surtout à l'autre, en vérité. Et donc, du coup, ça m'amène sur cette question. Posez-vous toujours la bonne question. Qu'est-ce qui va faire que l'autre va accepter, hein? Et une fois encore, le fait d'être un potentiel client, c'est plus suffisant. Voilà, le fait d'avoir beaucoup de volume, c'est plus suffisant. Voilà, un fournisseur, il est intéressé par du nouveau business, hein, d'où toujours l'intérêt d'avoir dans vos compétitions des nouveaux acteurs, parce que ces nouveaux acteurs, ils vont vous permettre, j'allais dire, de dynamiser, d'apporter des idées, d'apporter des envies. Voilà, ce qui est un peu moins vrai avec des fournisseurs historiques. Hein. Alors après, le fournisseur historique, il a d'autres choses à vous proposer. Et puis, deuxièmement, il faut, quand vous allez préparer votre négociation, ne pas, cette négociation, la tourner uniquement sur soi. Hein, pensez toujours, je suis en train de négocier ça, qu'est-ce qui va faire que l'autre va accepter? Voilà. Et peut-être pour ça, j'ai encore quelques minutes, je regarde l'heure, et on reviendra après sur vos commentaires. Moi, je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée il y a quelques semaines de cela. J'étais avec un directeur achat à qui on avait fait une proposition d'accompagnement sur un programme de formation de ses équipes, et du coup, avec qui on démarrait cette négociation dont je vous parle. Et clairement, le patron d'achat que je connaissais un petit peu, mais voilà, on était quand même dans un acte de négociation. Moi, j'avais envie de faire ce business et lui, il avait besoin. Donc, du coup, on avait des zones. Par contre, il y avait un décalage de vue sur le prix pour rester politiquement correct. Eh bien, tout à fait, ce directeur achat m'a dit, voilà, Fabrice, j'aimerais que vous puissiez baisser vos prix de, je sais plus, je crois que c'était 10 à 15%. Voilà. Et la discussion a commencé comme ça. Voilà. Et du coup, une fois encore, je le connaissais un petit peu, je me suis autorisé de répondre de manière un peu humoristique, tout en étant tout à fait sincère, en disant, du coup, ok, vous me demandez de baisser mon prix de 10%, mais en vérité, je trouve que c'est pas très ambitieux. Vous devriez plutôt me demander de le baisser de 30 ou de 35%, quoi. Tant qu'à baisser les prix, autant qu'on joue pour du sérieux, pour du lourd, comme on dit vers chez nous. Et du coup, forcément, ce fournisseur était, ce prospect à l'époque, hein, qui au passage est devenu client, ce prospect était complètement surpris de ma remarque. Non, attendez, qu'est-ce que vous me dites? Je vous demande de baisser les prix, vous me dites qu'il faut que je les baisse encore plus. Enfin, je comprends pas. Et du coup, j'ai simplement voulu lui dire en me disant, vous savez, je pense que voilà, en tous les cas, avec un peu d'humilité, c'est pas la bonne manière de démarrer une négociation que de vouloir faire baisser le prix de l'autre. À mon avis, la seule question qui aurait été intéressante à me poser, c'est qu'est-ce qui va faire que je vais avoir envie de les baisser les prix. Vous voyez, si typiquement le fait de baisser les prix en contrepartie, vous allez apporter un témoignage sur la qualité de ma prestation, vous allez appeler Rebex à la lettre des achats pour faire un article. Ça m'intéresse. Voilà. Et ça a beaucoup de valeur. Et peut-être même que la formation, je vais vous l'offrir. Vous voyez? Donc, du coup, la question de se dire en négociation, je me regarde le nombril et je vais demander à l'autre, parce que c'est drôlement important pour moi qu'il baisse ses prix, il y a assez peu de chances d'aboutir. Voilà. Si par contre, à l'inverse, vous vous dites, tiens, qu'est-ce qui va faire que l'autre pourrait accepter de baisser ses prix? Sachez qu'un fournisseur,
Il y a plein de choses qui peuvent l'intéresser. Ça peut l'intéresser d'avoir un contrat sur 3 ans. Ça peut l'intéresser de démarrer un nouveau business avec vous parce que ça va peut-être lui ouvrir une nouvelle référence dans un champ d'activité nouveau. Donc, tous ces sujets-là, eh ben, posez-vous la question. Et une fois encore, on reboucle sur mon premier message. Posez-vous la question parce que vous aurez préparé votre négociation. Si vous n'avez pas préparé la négociation, vous risquez de passer à côté de ce type d'approche. Allez, je vois que ça réagit sur les fournisseurs. C'est bien de challenger ces fournisseurs historiques en interrogeant d'autres fournisseurs. Et on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Mais oui, bien sûr qu'on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Il aurait peut-être été plus intéressant de commencer par un élément positif. Ben oui, c'est sûr. Bon, après, là, je vous raconte l'histoire. Il s'est quand même passé plein de choses dans cette histoire. Mais c'était pour moi très symptomatique de se dire, en fin de compte, c'est vrai, quand on veut négocier, on a toujours tendance à demander à l'autre l'effort sur la négociation, là où je pense qu'on pourrait se dire, tiens, j'aimerais qu'en effet, les prix soient plus optimisés. Du coup, essayons d'imaginer comment aider l'autre à faire baisser ses prix. Voilà. Alors, on continue pour avancer. Alors, oui, un point que je voulais aborder dans cette négociation, et du coup, pourquoi je pense qu'en effet, de temps en temps, vous avez intérêt à consacrer un temps un peu différent, peut-être moindre à la négociation, si tant est que vous en consacrez beaucoup, hein, parce qu'il y a aussi des équipes achats, où quelquefois on me dit, vous savez, la négociation, on n'a plus trop le temps. Aujourd'hui, on a un tel volume d'activité qu'en fin de compte, on est en train de faire des dossiers pour faire des dossiers, et quelquefois, malheureusement, on négocie pas autant qu'on veut. Moi, je pense qu'il y a un terrain sur la négociation et avec un gain de temps à aller chercher. Pourquoi? Parce que tout votre enjeu, et c'est un enjeu qui va s'accélérer, hein, parce que la tendance de fond, ça c'est la mauvaise nouvelle de la journée, c'est que je ne pense pas que les équipes achats, malgré des besoins qui peuvent aller grandissant, vont beaucoup grandir. Hein, voilà, c'est-à-dire que dans les entreprises, c'est pas aux achats où on investit le plus d'énergie et de ressources. Hein, vous le savez bien. Alors quand vous êtes en phase de construction, on crée l'équipe, on la dote, etc. Mais à un moment donné, on arrive un peu sur un plateau et après c'est très compliqué de continuer à avoir des équipes, même si vous travaillez sur de plus en plus de dossiers, de plus en plus en avant. Donc vous allez avoir besoin, vous, d'optimiser votre temps. Et donc du coup, il va falloir aller le gagner ce temps. Donc du coup, au-delà du fait de vous encourager à bien relever comment vous consommez votre temps, je pense que vous allez devoir vous dire, il y a des sujets dans ce temps que je consomme qui sont des sujets à très fort impact, hein, et on ne va pas parler que de la négociation, mais du coup des sujets qui vont permettre de créer de la valeur, puisque du coup c'est l'enjeu majeur des organisations achats. Et donc ce temps que je vais devoir consacrer à ce moment-là, comme on ne va pas être beaucoup plus nombreux à le faire, il va bien falloir que je le gagne. Et bien du coup, essayez d'aller regarder sur un certain nombre de négociations sur lesquelles il n'y a peut-être pas forcément des grands enjeux. Voilà, moi j'ai vu beaucoup d'acheteurs qui ont passé du temps sur des négociations. Quelquefois, on fait un tour, puis on fait un deuxième tour, parce que le cahier des charges n'était pas d'aplomb, parce que c'était pas les bons fournisseurs, etc. Et à la fin de l'histoire, on a gagné très peu d'argent. Voilà. Par contre, vous avez dépensé beaucoup de votre énergie et de votre temps, et vous avez aussi ralenti un processus, etc. Donc tous ces sujets-là, j'allais dire, traitez-les plus rapidement, hein, même s'ils auraient pu être encore un petit peu plus optimisés. Ce temps que vous allez gagner, mettez-le sur des sujets à très fort enjeu. Du coup, je vous ai fait quelques lignes sur cette création de valeur en disant un petit peu, oui, j'ai voulu mettre une image de Pareto. Tu as raison, ça aurait été un bon exemple. Et du coup, j'ai essayé de me dire, en fin de compte, quelles sont les missions, hein, sur lesquelles vous êtes aujourd'hui attendus. Et là aussi, je fais un retour sur ce que je vois, ce que j'entends, ce que me disent les directions générales, et puis aussi un petit peu ce que nous, on a vu se passer ces dernières années. Première mission sur laquelle on vous attend, ça n'a pas changé, et ça ne changera pas sur le très court terme, ça reste de la performance économique. Voilà. Donc là aussi, un coup de Pareto sur vos dossiers. Non, je pense que tous les dossiers ne sont pas bons à négocier. Il y a des dossiers sur lesquels c'est pas très grave si on achète au prix qui est donné par le fournisseur, parce qu'il y a peu d'enjeux. Voilà. Donc c'est pas parce qu'on vient vous voir au niveau d'un dossier d'achat qu'il faut que vous le négociez forcément. Voilà. Regardez ce que font les fournisseurs. Aujourd'hui, ils se sont organisés, les fournisseurs. Hein. Ils ont d'un côté les commerciaux grands comptes qui s'occupent super de vous parce que vous êtes un grand compte, un compte premium, etc. Ensuite, vous avez les commerciaux.
Et puis après, vous avez des gens qui répondent au téléphone, voire chez certains fournisseurs par mail. Et puis même dans un certain nombre de cas, il y a des fournisseurs qui veulent plus que vous soyez leur client. Hein. Ça, c'est pas de la science-fiction. Du coup, ils ont mis du relief. Ben, faites la même chose pour aller chercher de la performance économique. Deuxièmement, vous avez un enjeu majeur, et on le voit ces temps-ci, de protéger votre entreprise face à des risques qui peuvent être des risques de supply, des risques fournisseurs. J'ai vu dans les commentaires du chat qu'il y avait des questions, bien sûr, sur toute la dimension financière des fournisseurs. Et je vous conseille d'être vigilant dans les prochains mois et prochaines années sur le sujet. Donc, du coup, tout ça, vous avez en effet des enjeux importants. Mais vous avez aussi des enjeux importants sur, pardon, hop là, je vais trop vite, sur la création de valeur. Voilà, là aujourd'hui, on attend les directions achats, c'est d'aider à la transformation de l'entreprise. Alors, on a souvent au niveau du métier, on a parlé d'innovation, on a parlé de favoriser le business. Je vois aussi beaucoup d'organisations qui s'intéressent à cette dimension d'agilité. Comment on peut aider à simplifier le fonctionnement des organisations? Et ça, c'est un point aussi qui est intéressant au niveau du métier. Voilà. Et puis dans les missions des directions achats, ben, il y a une mission essentielle que quelquefois on a un petit peu oubliée au niveau des achats. C'est que notre mission en tant qu'organisation support, c'est de venir aider à satisfaire les clients internes qui, eux, ont des besoins. Hein, donc, du coup, comment ces clients internes ont des besoins, on va permettre de les satisfaire du mieux possible tout en atteignant nos objectifs de performance, de protection, etc. Voilà. Et puis enfin, ce sera le thème d'un prochain webinaire, comment on va disparaître. C'est-à-dire que comment, à un moment donné, quand l'entreprise deviendra une entreprise acheteuse, hein, ben comment cette entreprise, elle aura un petit peu moins besoin des acheteurs, puisque chacun dans son coin aura organisé un peu ses activités achats. Voilà. C'est souvent un sujet qui fait réagir. On n'a pas le temps de le prendre aujourd'hui, mais c'est promis, on organisera quelque chose sur cette évolution du rôle des organisations achats. Allez, je vous mets en synthèse avant d'appeler Joshua et Christophe qui vont me rejoindre pour qu'on puisse prendre des questions avec vous. Je vous mets quelques éléments très concrets, très simples, peut-être trop simples diront certains, mais que j'ai vu mettre en œuvre dans beaucoup d'organisations et qui donnent des super résultats. Premièrement, pour en revenir à la négociation, voilà, j'ai beaucoup d'organisations achats qui ont mis en place tout simplement des fiches de préparation de négociation, hein, dans une logique un peu vous savez, des checklists où on pose 5-6 questions. C'est très simple. C'est tu pars en négociation. Voilà. Quel est l'objectif que tu t'es donné? Quels sont les arguments que tu vas te poser? Quel est, d'après toi, les objectifs que va se donner ton fournisseur? Jusqu'où tu es prêt d'aller? Quel est le scénario? Qu'est-ce qui se passe en termes de clash, etc., etc. Avec ces quelques questions, ça peut être une checklist. Hein, j'ai même des clients qui ont fait presque comme des petites fiches qui glissent à leur dossier d'achat. C'est de se dire 100% des négociations sont préparées parce qu'on a rempli cette fiche. C'est le début de l'histoire. Voilà. Et j'ai même un client auquel je pense qui, lui, a mis en place une revue de préparation de négo. Tous les vendredis après-midi, tous les acheteurs parlent des négociations qui vont avoir lieu la semaine d'après et doivent de manière synthétique dire où est-ce qu'ils en sont de la fiche de préparation de négo. Hein. Ça me fait penser souvent, vous savez, quand on apprend à faire du vélo ou quand on apprenait à faire du vélo, ben, on avait souvent des petits trous là qu'on nous mettait au démarrage. Alors je sais que maintenant il y a d'autres manières d'apprendre à faire du vélo, mais en tous les cas il y avait ces petits trous. Et bien du coup, pour moi, cette fiche de préparation, c'est quelque chose en effet qu'on peut systématiser au démarrage pour habituer toute une équipe à vraiment intégrer cette phase de préparation dans l'acte de négociation. Et puis après, ben, on va dire quand c'est vraiment intégré, on peut peut-être passer à une phase un peu plus souple. Mais au point de départ, c'est vraiment systématiser cette préparation de négo. Voilà. Deuxièmement, c'est de préparer vos négociations le plus possible en équipe ou d'en parler. Voilà, je nous trouve, nous les acheteurs, et vous qui m'écoutez, souvent un petit peu solitaires dans ces phases de préparation de négo. Et je trouve que c'est dommage. Voilà, là aussi, moi, je bosse avec des commerciaux. Je peux vous dire que je suis bluffé à chaque fois de voir des fois les commerciaux quand je vais travailler avec eux ou quand j'allais les rencontrer et qu'on pouvait aller déjeuner ensemble, qui parlaient entre collègues, mais ils se parlent des dossiers les uns des autres, pas uniquement en termes de combien tu as vendu ou qu'est-ce qui se passe, mais c'est aussi, tiens là, du coup, je suis face à tel acheteur, il m'a posé telle question, comment tu ferais, etc., etc. Et je trouve que c'est une richesse qu'on suscite un tout petit peu moins au sein des équipes achats, et c'est dommage,
parce qu'il y a beaucoup d'expérience dans une équipe achat, quelle que soit sa taille. Donc, du coup, quand vous avez des situations de préparation de négo, ben, parlez-en un peu à ceux qui sont autour de vous, parce que comme ils ne sont pas impliqués comme vous de manière trop affective dans la négo, ils pourraient souvent avoir un intérêt, une remarque à venir vous aider à mieux appréhender ce qui va se passer. Et puis enfin, et là aussi, pour l'avoir vu fonctionner, j'ai quelques clients, quelques personnes qui ont décidé d'avoir un petit carnet. Alors maintenant, c'est peut-être des carnets, des e-carnets, en tous les cas avec des applications, mais des carnets qui vous permettent de prendre des notes, qui est de se dire, ben, sur chaque négociation, comme j'ai fait une fiche de préparation, quand la négociation a eu lieu, je me prends 5 minutes pour analyser ce qui s'est passé, pour me noter un petit peu les points qui ont bien marché, peut-être ce qui a moins bien marché, et du coup, en permanence, être dans une logique d'auto-apprentissage. Voilà, c'est pas coûteux, c'est pas très compliqué, ça prend pas beaucoup de temps, et du coup, ben, au fur et à mesure que vous allez vivre des négociations, vous allez vous apercevoir que, je sais pas, il y a des choses qui fonctionnent pas, que préparer du temps, si je dois négocier au téléphone, que je sois dans un endroit. Alors, ça peut paraître toujours des exemples excessivement simples que je vous donne, mais c'est tellement, dans la vie de tous les jours, c'est tellement des choses qu'on est amené à oublier. Voilà, je vous encourage à faire cette logique et de prendre après une négo quand le fournisseur est en train de repartir ou quand j'ai raccroché, de me prendre juste 5 minutes en disant colonne de gauche, voilà ce que j'avais prévu, colonne de droite, voilà ce qui s'est passé. Et du coup, qu'est-ce que j'apprends de cette négociation? Et bien, du coup, en terminant une négo, vous allez préparer celle d'après. Et ça, je trouve que c'est toujours très intéressant. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans on va dire dans les 3 quarts d'heure qu'on avait prévu de consacrer sur un petit peu cet échange pour poser des points de repère. On va aller maintenant, je vais appeler avec moi Christophe et Joshua, et je vais vous demander si vous avez des questions, de ne pas hésiter à les poser. Vous avez beaucoup interagi là pendant cette première partie. On va revenir un petit peu sur quelques-unes de vos remarques, notamment je vois une remarque de Maguette qui pose la question sur des gains à l'achat sur le compte de résultat. Voilà, il y a des bons sujets. Alors, en attendant, je vais déjà, aller récupérer mes petits copains pour les faire venir sur scène avec moi. Et puis, on va prendre vos questions. Allez, Christophe. Voilà, donc Christophe et Joshua vont me rejoindre et puis on va aller chercher les questions si vous en avez. Je vais regarder un petit peu. Alors, ce que disait Maguette sur l'influence des gains sur le compte des résultats, bon, du coup, là, on est un peu au-delà de la négociation puisque pour le coup, on est en train de se poser la question de ce que j'appelle la performance économique des achats. C'est un sujet, en effet, là aussi, vous avez sûrement à discuter un peu avec votre direction financière sur comment on mesure la performance. Et peut-être que cette discussion peut être, en effet, un enjeu de négociation. Donc, du coup, c'est en effet des sujets que vous pouvez aborder avec eux. Bonjour. Bonjour Christophe. Oh là là, on voit tout de suite le tableau de la craie, il se passe plein de choses. Ouais, mais c'est pas moi qui ai écrit derrière, hein, c'est des calculs très compliqués. Hein. Je dis ça y est, ils sont en train de développer un nouveau vaccin là-bas du côté de La Rochelle. Non, c'est pas le cas encore. Bon, super. Ben, merci à vous deux de me rejoindre pour qu'on puisse en effet un peu partager avec nos amis là qui nous écoutent. Alors pour l'instant, il n'y a pas de questions dans notre onglet questions. Ça va peut-être arriver. Moi, je voulais juste, Christophe, peut-être pour démarrer, et puis on interrogera aussi Joshua. Toi, tu nous fasses aussi un petit retour sur peut-être ton vécu autour de cette négociation et de cette partie un peu sensible que j'appelle moi la préparation. Comment toi tu vois ça? Moi, j'étais tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. Préparer, c'est fondamental, d'autant plus que les vendeurs, eux, ils préparent. Hein. Ça, je peux te dire qu'ils sont bien préparés. Hein.
Donc, se fixer des objectifs dans la négociation, ça paraît fondamental, et préparer en équipe, effectivement, parce que un acheteur, il peut pas travailler seul. Ça veut dire en équipe, pas forcément équipe achat d'ailleurs, ça peut être aussi avec les techniciens, ça peut être avec les futurs utilisateurs, ça me paraît important. Et le fait de se fixer des objectifs, c'est pas toujours évident de se fixer des objectifs, mais je trouve ça bien de s'en fixer. Alors, et moi, je me souviens d'une négociation, une grosse négociation sur une grosse somme, hein, où le vendeur, donc j'avais commencé à parler. Bah, là, c'était le prix, hein, parce que tout le reste était fixé. Et il m'avait dit, c'est quoi votre objectif? Et quand je lui avais sorti son objectif, alors il s'était quasiment un peu moqué de moi parce que ça lui paraissait très, très ambitieux. Et je lui avais expliqué comment j'avais calculé cet objectif-là. Et là, du coup, il était démonté. Et il pouvait plus rien dire parce que cette manière de calculer était logique, quoi. Alors, il avait fait, je me souviens à l'époque, ce que tu as dit tout à l'heure. Il avait dit, bon, là, c'est plus de mon ressort. Hein, je vais en parler à mon chef. Et puis, voilà, quoi. Et l'objectif, je ne l'ai pas tout à fait atteint, mais en tout cas, j'en ai été prêt. Donc, c'était pas mal. Mais moi, j'ai quelquefois, une fois encore, hein, je le dis parce que du coup, on vit, nous, un petit peu avec des équipes commerciales, et souvent, des retours qui peuvent être amenés à me faire, c'est que quelquefois, ils ont des acheteurs qui, en effet, sont ambitieux dans ce qu'ils leur demandent, hein, en termes de prix à atteindre, mais qui souvent sont un petit peu courts sur l'explication de ce pourquoi ce chiffre-là, et du coup, eux, ils qualifient ça de bluff. C'est-à-dire qu'ils disent, on a un acheteur, voilà, on a fait une offre à 10, il nous demande 5, mais quand on lui demande pourquoi 5, ça aurait pu être 3, ça aurait pu être 7, il ne sait pas m'expliquer. Alors, ce que tu décris là, c'est intéressant, c'est de se dire, j'avais à la fois un objectif ambitieux, mais du coup, je l'ai construit, je l'ai partagé, et alors, même s'il n'est pas atteint, il t'a fait sûrement un bout de chemin bien plus important que celui que tu aurais fait simplement en essayant de négocier ton prix. Voilà, hein, ça renforce l'idée que du coup, vous serez toujours plus performant et plus efficient si vous avez un objectif. Et puis le fait de se préparer, justement, ça donne de la confiance en soi. On connaît bien le dossier. Le vendeur connaît bien le dossier. Donc, du coup, on est un peu en égalité de ce côté-là, quoi. Ouais, le prof de maths. Joshua, des expériences de… Joshua, il m'a dit, pour préparer cette séquence, il m'a dit, tu sais, Fabrice, moi, je suis pas vieux comme vous, les gars. Hein, donc moi, viens pas me chercher sur mes 25 ans d'expérience de négo. Hein. Mais du coup, ça m'intéresse quand même que Joshua nous parle de négociation. Alors, moi, même avant toute la partie préparation, je trouve qu'il est essentiel aujourd'hui, dans les entreprises, il faut vraiment établir des cahiers des charges clairs avec des produits bien spécifiques, parce qu'aujourd'hui, si on nous demande d'aller acheter une voiture et que nous, on va négocier avec Porsche, on va jamais le faire rentrer dans le budget qui est attendu si, en fait, ils ont mis un budget pour une Clio. Je trouve que… D'où l'importance, même avant, tu avais parlé de veille sur le marché, c'est super important de préparer avant même de lancer les consultations. Je trouve que la négo arrive toute à la fin, et si tout est bien préparé en amont, donc le fournisseur sait exactement ce qu'on veut, il a une idée du budget qu'on veut y mettre, du coup la négo en fait c'est une cerise sur le gâteau, quoi. C'est juste pour finaliser. Ouais, tu as raison, parce que c'est le début de l'histoire, ce besoin. Hein, et nous, au niveau du métier achat, on le sait bien à quel point, quand on exprime un besoin, il faut qu'il soit exprimé de manière le plus fonctionnelle possible. C'est ce qui va nous permettre d'avoir tous les leviers de négociation possibles. Sinon, on est dans une discussion qui peut ressembler à une discussion de marchand de tapis sur un prix, mais du coup, si on n'a pas défini le besoin et donc du coup les objectifs, et du coup, forcément, c'est plus compliqué. Alors, j'ai vu une remarque, on va prendre ça un peu tous les trois, du coup, vous allez m'aider pour les réponses, mais il y avait déjà une première remarque, je crois, alors du coup, je suis en train de la perdre, forcément, parce que
comme vous êtes des acheteurs, vous faites pas ce qu'on vous demande, c'est-à-dire de poser les questions dans l'onglet questions. Du coup, je suis obligé de prendre tout le chat maintenant pour retrouver mes questions. Mais j'ai vu une remarque, je crois que c'était de Laurent, qui disait, voilà, si on doit former des commerciaux à la culture des acheteurs, quel thème on peut aborder avec eux? Moi, je peux vous dire que j'ai été surpris la première fois que j'ai été contacté par le patron des ventes d'un grand groupe dans le monde des véhicules, pour pas le citer, qui m'a dit, voilà, moi j'aimerais que vous veniez nous expliquer ce que vous racontez aux acheteurs, parce que mes commerciaux ont bien senti que ça avait un peu changé côté achat, hein, c'est pas tout à fait les gens qu'on voyait avant, et ils sont un petit peu perturbés, et du coup je pense qu'il y a une méconnaissance de la manière dont fonctionne l'acheteur, de sa manière de raisonner, et j'aimerais que vous veniez un peu former mes vendeurs pendant une journée et on prend toutes les voilà, c'est un beau sujet au passage pour nous, et on a formé les vendeurs. Et en fin de compte, moi je vous cache pas que je me dis ben oui, il n'y a pas de souci, voilà. Donc cette formation on l'a appelée dans la peau d'un acheteur, hein, c'était un peu, vous savez, les époques du vie ma vie là, etc. Et moi je leur ai dit ben voilà, moi je vais vous raconter un petit peu comment fonctionne l'acheteur sur votre catégorie de dépenses que vous lui vendez. Et je peux vous dire que la moitié de la journée est consacrée simplement à expliquer le métier de l'autre. Voilà. Ils ont une vision qui est absolument incroyable, déformée de ce qu'est notre métier, des outils qu'on utilise, des savoir-faire qu'on peut mettre en œuvre, etc. Et ils ont une vision souvent de l'acheteur qui est focalisée autour de cette dimension du prix, parce que c'est souvent le moment de friction qu'on a avec eux. Mais quand je leur ai montré des tableaux de bord des acheteurs, des stratégies d'achat, des analyses de marché, tout ça, ils ont ouvert des yeux vraiment qu'ils avaient insoupçonnés. La matrice de Kraljic, ça a été un de leurs grands moments à chaque fois, de leur dire non les gars, vous vendez pas quelque chose de stratégique, avec l'œil de l'acheteur, c'est quelque chose d'important, hein, c'est du levier, c'est pas du stratégique. Et je vais vous dire pourquoi. Voilà. Donc du coup, je pense que la première chose que vous pouvez enseigner à des commerciaux, c'est quoi mon métier? Et ça, du coup, moi, je vous encourage aussi à le faire avec les commerciaux qui sont chez vous, dans vos organisations. Mais quand vous discutez pour la première fois avec un nouveau commercial, n'hésitez pas un petit peu à… moi, je dis souvent, les premières fois, on peut s'autoriser beaucoup de choses. Hein, ce sera moins vrai après. Mais au début, faites-le parler. Voilà, est-ce qu'il connaît déjà, est-ce qu'il a déjà travaillé avec des commerces, avec des acheteurs, etc., etc. Donc ça, c'est un premier point. Puis après, je pense que il y a un point là aussi en termes de process qui peut être intéressant, c'est que les commerciaux comme vous, on est là quand même pour faire du business, d'accord? Et c'est de se dire quels sont les bons ingrédients pour qu'on fasse du business profitable et pour aller vers ce win-win. Voilà, bien sûr qu'on va se frictionner sur certains sujets, mais vous savez, un commercial, il a plein de choses aussi à aller chercher, pas uniquement que de tenir le prix. Peut-être que lui, il veut, je vous dis, ouvrir des nouveaux business, accroître des parts de marché, vendre pour la première fois le nouveau produit de son entreprise, enfin, etc., etc. Et vous, au niveau achat, c'est pareil. Donc, du coup, moi, je crois qu'il y a beaucoup à apprendre sur l'écoute de ces métiers, parce qu'une fois encore, il y a une déformation de ce que l'un et de ce qu'est l'autre. Ce que tu disais tout à l'heure, comme quoi le métier a beaucoup changé, ça c'est sûr. Moi, je sais que quand j'ai commencé dans les achats, c'était la période du co-skilling. Hein. Donc, on négociait tout ce qui passait, on tirait sur tout ce qui bouge, quoi. Hein. Donc, ça, cette vision qu'ont eu les vendeurs, elle est plutôt négative. Hein, ça nous colle à la peau. Donc, on a du mal à leur. D'ailleurs, quand on voit des vieux vendeurs, souvent ils nous disent oh là là, les acheteurs. Bon, voilà, on ose à peine dire qu'on est acheteur. Voilà, dans le privé. Ouais. Et ça nous colle à la peau. Alors, ce que tu disais en début de présentation, c'est que ça sert à rien de tout négocier tout le temps. Ça sert à rien du tout. Sinon, après, les vendeurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont t'appeler Monsieur 5%, ils vont rajouter 5% sur tout, tu vas négocier ton truc et puis ils vont te baisser de 5% et puis voilà. Donc, autant négocier sur des choses qui valent vraiment la peine, quoi. Et puis, je pense que quand tu as bien fait ton processus achat, que tu as réussi à bien sourcer, à bien trouver les bons fournisseurs, que tu en as interrogé plusieurs, parce que bon, vous savez bien qu'il ne faut pas en interroger qu'un, eh bien, on voit des disparités de prix, mais des disparités également de process. Des gens qui vont savoir fabriquer avec d'autres machines peut-être, ou avec et la différence de prix, elle est déjà là. Donc, quand on a un fournisseur qui nous propose un bon prix,
pourquoi est-ce qu'on irait encore négocier alors que déjà on a fait des gains, quoi. Voilà. Une fois encore, je crois que la clé, c'est vraiment l'objectif. La clé, c'est l'objectif, c'est-à-dire que si votre objectif est atteint, fin de l'histoire et on passe à un autre dossier. Voilà, vous allez voir, vous allez fatalement gagner du temps. Et après, ce qui va être intéressant, parce que du coup, une fois qu'on a dit que c'est l'objectif, c'est vrai et c'est sincère. Moi, j'ai des acheteurs qui me disent, ben oui, mais moi, du coup, je ne sais pas l'objectif. Et ben, je dis, voilà, c'est tout ça l'enjeu. C'est en effet, est-ce que ce qui vaut 10, tu estimes que la valeur, ça peut être 8, parce que tu as fait une analyse de marché, parce que tu as fait une consultation, parce que tu as fait du benchmark, que tu as appelé ton petit copain, qui achète déjà, etc., etc. C'est comme ça qu'il faut nourrir un peu les réflexions. Parce qu'en effet, c'est plus compliqué si on a une méconnaissance complète du marché, des fournisseurs, de la décomposition des coûts pour aller définir un prix objectif. Voilà. Si par contre on sait le faire, ben après l'histoire elle est beaucoup plus simple pour nous et beaucoup plus performante. Hein. Et ça n'empêche pas d'être il y a toujours ce sentiment quand le fournisseur accepte ce qu'on lui a demandé, de se dire merde, j'aurais peut-être pu en demander un peu plus. Voilà. Non, stop. Vous avez demandé ce que vous vouliez, vous l'avez, fin de l'histoire, et soyez content de ça. Voilà. Alors, je félicite devant tout le monde Sarah, qui est la première à utiliser l'onglet questions. Merci Sarah. Du coup, elle repose la question que j'avais notée dans le chat. Sarah qui nous dit, vous parliez en introduction des négociations en management, en RH. Avez-vous quelques conseils? Alors, je ne sais pas si ça concerne la négociation pour les augmentations de salaire. Là, je suis pas le meilleur parce que après avoir été acheteur, je suis devenu chef d'entreprise et du coup, c'est un petit sujet entre nous. C'est un petit clin d'œil. Alors, je ne sais pas si vous parliez forcément d'un thème spécifiquement. Ce que j'ai voulu dire, c'est que ah, d'accord. Ok. Donc, du coup, tout ce qui peut concerner. Écoutez, c'est de la négociation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans cette phase-là, il va y avoir une phase aussi de préparation. Et vous le savez, notamment avec des IRP. Si vous partez non préparé en négociation, c'est catastrophique. Hein, parce que souvent, on est dans des positions qui peuvent être, à certains endroits, assez dures. Donc, j'allais dire, pour moi, les conseils, c'est toujours pareil, bien préparer son dossier et bien écouter. C'est-à-dire qu'une fois encore, n'oubliez jamais, s'il y a négociation, c'est qu'on n'est pas d'accord, c'est qu'il y a un différent. Donc, il faut constater le différent. Sur quoi nous ne sommes pas d'accord, hein. Et là aussi, n'essayez pas toujours de répondre à la place de l'autre sur cette question. Qu'est-ce qui fait que nous ne sommes pas d'accord, hein? Et quelle est presque l'ampleur de la douleur? Quelle est la portée du désaccord? Est-ce qu'on n'est presque pas d'accord? Ou alors c'est quelque chose qui est très lourd, quoi. Voilà, hein. Parce que tout ça, vous allez ensuite construire votre négociation, votre chemin, et ça peut prendre plusieurs formes, hein. Vous pouvez aller chercher des fois d'autres personnes qui peuvent interagir dans la négociation. Donc du coup, j'allais dire de l'écoute pour bien comprendre. Hein. En négociation, vous le savez, au niveau achat, on doit s'interdire de fermer toutes les portes du corridor. Il faut toujours qu'il y ait des portes ouvertes. Parce que quand vous avez fermé toutes les possibilités, là, on est au clash. Quand on doit redémarrer des relations après un clash, ça laisse des traces. Que ce soit avec un fournisseur ou en interne. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Les DCF. Bon, les DCF, c'est les dirigeants commerciaux de France, oui. Mais assister à des webinaires qu'ils organisent, vous allez voir, c'est assez intéressant. Et ils sont toujours. J'ai été appelé il y a quelques jours par une jeune société qui est en train de développer des activités dans le monde de la vente pour les managers commerciaux. Et du coup, on a passé du temps pour discuter du métier des acheteurs. Ils étaient vraiment très, très intéressés. Et je leur ai dit qu'un jour, on ferait d'ailleurs ça peut être un thème, là, pour vous, je souhaite d'organiser aussi des séances entre des acheteurs et des vendeurs. On l'a fait, oui. On l'a fait déjà. Ça fonctionne bien, ça, généralement. Aussi, il y a quelque chose qui est en train qui est en prévision aussi. Hein. Ouais. Allez, je vois l'heure qui avance. On a encore quelques minutes à passer ensemble. Est-ce qu'il y a d'autres points que vous voulez un petit peu partager? Je regarde un petit peu dans ce qui était… Fabrice, moi j'ai une question, mais je ne sais pas si tu vas savoir répondre, mais entre la négociation d'il y a 30 ans et la négociation d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a des nouveautés? Est-ce que
Est-ce que tu vois une différence? Je ne sais pas. Ah, c'est vache. Hein. C'est salaud de dire qu'il y a 30 ans. Mais t'as raison. Merci, Christophe, je m'en souviendrai. Alors, non, oui, moi je crois alors, il y a des choses qu'on va retrouver, malgré tout, parce que, une fois encore, on est quand même, malgré tout, que ce soit du côté achat et du côté vente, dans des métiers un petit peu d'expérience et qui ne bougent pas autant que ça. Hein. Moi, quand je vois encore les discussions qu'on a aujourd'hui, alors que j'ai le sentiment qu'il y a 15 ans, on les avait, qu'il y a 10 ans, on les avait. Quand je regarde ce que proposent les organismes de formation, les associations d'acheteurs, j'ai le sentiment que voilà, il y a des histoires qui se racontent et qui sont toujours là. Bon, bah, c'est comme ça, hein, c'est notre vécu. Ça veut dire qu'il y a quand même des choses qui sont quand même assez. Cette histoire de préparation, on l'avait déjà. Hein. Moi, je me souviens avoir fait les carnets de préparation avec mes équipes quand j'étais patron d'achat de groupe pharma, tout ça. On faisait des revues de préparation de négo, etc. Ce qui, à mon avis, a changé, c'est le rythme et la vitesse. Voilà, il y a deux choses. Ça a bougé et l'accès à l'information. Hein, c'est-à-dire qu'à une époque, il n'y avait pas Google, quoi. Voilà, il n'y avait pas Google, c'est-à-dire que tu étais confronté aux quelques infos qu'on pouvait te passer, qu'il y avait dans des dossiers. Voilà. Ça a changé parce que maintenant, instantanément, tu as accès à de l'info, tu as accès à des bases de données, tu as accès à des réseaux, tu as accès à des personnes. Voilà, tu peux savoir si ton système d'information est bien organisé instantanément ce qui se passe partout. À une époque, tu passais beaucoup de temps à coordonner tout ça. Donc, tu peux le faire. Il y a encore plein d'endroits où c'est pas fait parce que les gens ne disposent pas de solutions. Mais voilà. Deuxièmement, la deuxième chose qui a changé, c'est la vitesse. C'est-à-dire qu'on est maintenant dans des… Moi, j'ai vécu des négociations où, tu sais, on faisait des tours de négociation, on faisait un premier tour, puis on se revoit dans 15 jours, etc. Maintenant, on est dans cette course contre le temps et du coup, il faut très vite aller à l'essentiel. Et puis, quand vous prenez des réunions dans Outlook, c'est maximum des réunions d'1 heure. Hein, vous ne prévoyez jamais parce que c'est paramétré comme ça. Donc, du coup, je crois que les deux éléments qui ont beaucoup changé, c'est la vitesse. Et puis l'accès à l'information, ça veut dire que ça vous oblige à être vraiment en performance et du coup en Pareto, comme le disait Joshua, en effet. Voilà, où est-ce que je vais mettre mon accent? Parce que comme je n'aurai pas le temps de tout faire, voilà, je vais choisir mes batailles. Voilà. Moi, j'ai connu les achats, par exemple, où on voulait couvrir 100% des dépenses. Tu vois, c'était mon objectif. Je suivais ce qu'on appelait le taux de couverture. Ça, aujourd'hui, pour y être passé, je sais qu'il y a au moins 20-30% des dépenses qui ont zéro valeur. Il y a plein de choses que c'est pas intéressant de s'en occuper. C'est même presque contre-productif. Par contre, à l'inverse, les 70% qui pèsent, celle-ci, j'aimerais mettre toute mon énergie. Voilà. Donc ça, il faut que les acheteurs, vous ayez conscience de ça. Alors, il y a encore des questions. Ah, je vois, ça bouge côté questions. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alexandre, est-ce qu'une négociation interne sur le besoin en challengeant la R&D où les gains peuvent vraiment être surprenants? Alors, je vous le confirme, se prépare de la même façon qu'une négociation avec un fournisseur. Je serais tenté de dire qu'il n'y a pas de vraie raison que ça soit fondamentalement différent. Hein, c'est-à-dire qu'il va falloir… récupérer de l'info, définir les objectifs de ce qui va se passer avec la R&D, préparer des scénarios, si ce n'est que vous êtes dans la maison tous ensemble. Donc, j'allais dire, il y a peut-être déjà une connaissance, voilà. Mais vous savez comme moi, il va falloir aller convaincre, il va falloir obtenir de faire un peu différemment. C'est ça la négo, hein, c'est une fois encore, il y a un point qui bloque, on n'est pas d'accord. Donc, du coup, toute notre négo, c'est comment on va se réaligner sur le point qui bloque. Voilà. Et des fois, ça peut consister à donner envie aux autres de faire un peu différemment. Hein. Et c'est le cas de la R&D. La R&D, je dis souvent aux acheteurs, vous savez, un technicien dans vos organisations, quand j'entends des acheteurs qui disent « Oh là, mais comment ils n'ont pas fait de cahier des charges, on travaille avec le même fournisseur depuis 27 ans, blablabla. » Mais je dis, un client interne, lui, il a deux choses. Il a d'un côté un budget et de l'autre côté un besoin à satisfaire. Souvent, cette problématique de performance économique, il ne la partage pas toujours parce que ça n'a pas été organisé. Et donc, du coup, je serais tenté de dire, si je me mettais à sa place, je connais très bien ce fournisseur, il va être dans les niveaux de prix que j'attends. Qu'est-ce qui va faire que je vais faire différemment? Vous voyez? C'est pas évident de démarrer la discussion comme ça. Avec quelqu'un, il va falloir trouver les arguments pour lui dire, on va essayer de chercher un nouveau fournisseur, tu vas voir, on va faire des économies.
vous risquez de vous entendre dire quelquefois, mais tu sais, moi, j'ai le budget. Qu'est-ce que tu m'embêtes à faire des économies, quoi? Vous voyez? Ça veut dire que si vous voulez le faire bosser là-dessus, il va falloir aller voir avant le directeur financier pour dire comment on motive nos patrons de fonction à travailler sous la dimension de la performance économique, quoi. Me laisse pas tout seul porter ce fardeau, quoi. Voilà. Et puis, pour répondre à la question de mon point de vue, forcément, celui qui a travaillé avec le même fournisseur ou la même façon de faire pendant plusieurs années, il va répondre, bah, on a toujours fait comme ça et ça marche très bien. Je trouve qu'il faut vraiment le convaincre parce que, comme tu disais, les gains financiers, il n'est pas forcément intéressé. Euh, il est moins intéressé, on va dire. Donc, il faut vraiment réussir à justifier pourquoi on va changer de fournisseur et lui montrer que si on change de fournisseur, on ne va pas perdre en qualité, on ne va pas perdre en temps pour mettre en œuvre le produit dans l'entreprise. Faut vraiment le rassurer, je trouve, sur les négociations internes. Faut pas que le client il pense que ça va être compliqué, que ça va bousculer toutes ses habitudes sans raison. Mais je pense que, enfin, on n'en a pas trop parlé, et puis une fois encore, ça c'est un sujet moi qui me passionne beaucoup, tout ce qui est autour de la psychologie des personnes. En fin de compte, regardez à titre personnel, quand vous faites des choix personnels, on fait des choix qui sont plutôt pour que ça soit bien pour nous, pour que ça soit mieux, pour que ça soit rassurant, pour que ça soit confortable, etc. Hormis quelques sujets, on fait jamais des choix où on pense que ça va être moins bien, où on pense que ça va être risqué, on pense, etc., etc. Bah, j'allais dire, ces personnes dans l'entreprise, c'est la même chose. Si vous allez vers quelqu'un et que vous allez, entre guillemets, frontalement lui dire on va travailler avec un nouveau fournisseur, voilà, moi je sais que le terme nouveau, il est plutôt excitant pour moi, mais je sais aussi que le terme nouveau, il est plutôt inquiétant pour beaucoup de personnes. Donc du coup, il va falloir très vite expliquer pourquoi ça va être bien, qu'est-ce qui va être mieux, en clair, il faut motiver vos raisons de peut-être changer. Si jamais c'est juste changer pour changer, ben, ça marche pas, quoi. Et je serais tenté de dire, je donne presque raison à la personne de pas changer. Voilà, moi je le dis souvent, vous voyez, on travaille beaucoup sur notre plateforme au KVO auprès de plein de patrons d'achat qui se posent des questions du digital. Je leur dis, mais vous devez être vraiment convaincus qu'en mettant en place des solutions digitales, ça va être mieux. Vous allez travailler mieux, vous allez travailler plus vite, vous allez faire plus de collaboration, etc. Si vous ne savez pas répondre avec conviction à tout ça, mais ne changez rien. Gardez Excel et SharePoint, ça va très bien. Voilà. Si par contre, et je pense qu'on en oublie un petit peu ça des fois. C'est-à-dire quand on négocie au niveau achat, on a tendance à défendre ce qui va être bien pour nous. Moi, je vois bien ce qui est, vous voyez, je vois bien l'intérêt de l'acheteur à avoir plusieurs fournisseurs. Parce que du coup, on challenge, etc. Mais je me dis, ça, c'est mon intérêt en tant qu'acheteur. Moi, quand je disais au EDRH, on va référencer 3 agences d'intérim pour s'occuper des intérimaires, je voyais bien mon intérêt à moi. Mais l'intérêt du DRH qui, lui, de se dire, bon, alors là, j'envoie chez Adecco, ou j'envoie chez Vedurbis, ou j'envoie chez Manpower, quoi. Vous voyez, pour lui, ça lui allait bien d'en avoir qu'un. Hein. Donc, du coup, ben, quand vous croisez tout ça, il faut trouver un peu les zones de réglage. Ouais, une bonne manière de faire changer les choses en interne aussi, c'est d'impliquer les personnes, et ça veut dire les faire les prendre avec nous pour aller visiter un fournisseur, par exemple, des choses comme ça c'est bien. Également, bah, ça on l'a pas tellement abordé, faire de la négociation à plusieurs. Moi, ça m'arrive relativement souvent. Je pense que Joshua voit de quoi je veux parler. Et donc, faire une négociation avec le vendeur et puis être accompagné d'un technicien, de la responsable qualité, sécurité, environnement, etc. C'est des bonnes choses. Mais alors là, quand même, malgré tout, faut bien connaître les gens et il faut qu'ils sachent rester à leur place quelque part parce que ça peut amener à des catastrophes. Moi, ça m'est arrivé une fois où j'étais avec un technicien qui avait dit bonjour au fournisseur et puis qui avait dit du genre ah ben on est bien content de vous voir parce que vous êtes le seul qui avait répondu à l'appel d'offres, quoi. Bon, après pour négocier c'est plus dur. Oui, je pense qu'il y a une fois encore, je vous dis, alors on est tellement dedans nous, au niveau achat qu'on pense que c'est évident. Mais regardez ce qui se passe le samedi soir quand vous mangiez avec vos potes et que la première fois vous expliquez que vous êtes acheteur, vous êtes obligé de prendre 25 minutes pour expliquer c'est quoi un acheteur. Vous voyez ?
à tel point que maintenant, vous dites que vous êtes vendeur, ça va plus vite, quoi. Mais du coup, c'est vrai dans l'entreprise, quoi. Voilà. Donc, il y a Sarah, au passage, qui me dit que chez Proactif Intérim, c'est mieux que Manpower. On va les envoyer. Donc, je pense qu'il y a un gros job. Et c'est pour ça que je dis que c'est dommage de ne pas le réussir, parce que c'est pas la partie la plus compliquée de bien communiquer sur la manière dont on va fonctionner. Et Christophe a raison. Une négociation à plusieurs, c'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur, une fois encore, si c'est bien préparé. Voilà, on a le bon casting, on sait ce qui va se passer, comment ça va se passer. On prévient les autres que peut-être à un moment donné, on va être obligé de sortir un peu la valise à gifle, mais que ça fait partie du job, qu'ils ne s'inquiètent pas, ils ne sont pas obligés de défendre le fournisseur, etc., etc. Vous voyez? Et quand c'est bien préparé, c'est magique. D'ailleurs, je le dis souvent aux acheteurs, regardez le nombre de fois où vous êtes tout seul face à un fournisseur qui, eux, sont venus à 2 ou 3. Parce que vous avez le patron du commerce et le patron de la technique. Voilà. Et vous, parce que vous n'avez pas préparé, vous êtes tout seul. Et du coup, c'est moins confortable d'être seul à négocier. Allez, il est bientôt 13h, encore quelques minutes. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je vois qu'on a essayé de répondre en tous les cas, à ce que vous nous avez dit. Je regarde. Shamsedine nous parle négo avec les fournisseurs stratégiques. Alors, bien évidemment, on a plein de situations, mais là aussi, du coup, c'est toute l'expérience qu'on peut accumuler qui rend la négociation un petit peu plus sensible. C'est clair que moi, j'ai travaillé dans l'univers pharmaceutique. Quand vous négociez tous les ans les prix avec un fournisseur de principes actifs qui est référencé dans un dossier d'autorisation de mise sur le marché dont le brevet est de 20 ans, et dont il sait, lui et moi, que l'année prochaine, on va travailler ensemble, du coup, il faut la faire, la négo, quand même. Vous voyez, elle est un peu plus… voilà, donc on va chercher d'autres leviers, etc. Mais après, pour autant, on l'a fait. Il n'y a pas que la négo, ça n'existe pas à faire des 3 devis puis de prendre le moins cher à chaque fois. Voilà, donc du coup, là aussi, les négociations avec les fournisseurs stratégiques, c'est peut-être des personnes qui ont déjà acquis un petit peu d'expérience, de savoir-faire. Voilà, vous avez… Là aussi, psychologiquement, on a des profils de négociateurs qui sont un peu différents. Vous avez des négociateurs qui sont un peu stratèges dans leur approche. Vous avez quelquefois des négociateurs qui sont plus des gars qui vont un peu, ou des filles d'ailleurs, à la négo. On va aller sur des familles d'achat, ce qu'on appelle les familles d'achat levier, par exemple, vous voyez, et les familles stratégiques. C'est peut-être d'autres types de profils qui vont avoir à les gérer. Oui, tu as raison de parler aussi des renégociations de contrats aussi, avec des contrats annuels ou triannuels ou peu importe. Et quand on arrive à la fin, il faut renégocier en fonction des nouveaux volumes, en fonction des augmentations des prix des matières premières. En ce moment, on en parle beaucoup. Ça va être une période qui risque d'être un peu compliquée pour nous, là, la période à venir. Donc, il y a toutes ces négociations de contrats qu'il faut pas oublier. Ouais. D'ailleurs, Maguette nous dit, est-ce que c'est facile de négocier? Alors, elle nous parle d'un mono-fournisseur, surtout en position de force. Peut-être, Maguette, que vous… Bonne question. Ouais, c'est une bonne question, une excellente question. Vous avez voulu nous parler d'un fournisseur qu'on pourrait qualifier en situation de monopole. Alors, parce que souvent, c'est ce qu'on me dit. On me dit, ouais, mais là, vous dites ça, mais nous, on a un fournisseur, il est en situation de monopole, etc. Donc déjà, ce que je répète tout le monde au passage, c'est que des monopoles en France, il y en a quasiment plus. Ça n'existe plus. Moi, j'ai vécu France Télécom, j'ai vécu EDF comme étant tout ça des fournisseurs uniques. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Vous pouvez acheter où vous voulez votre énergie ou quasiment. Alors, après, vous avez une deuxième notion au niveau achat, c'est ce qu'on appelle la monosource. La monosource, c'est un peu différent. C'est vous, en tant qu'acheteur, qui avez décidé de confier l'ensemble de votre besoin à un seul fournisseur. Donc, c'est vous qui l'avez positionné en situation de monosource. Voilà, et l'exemple de la pharmacie que je prenais, c'en est un bon. Quand on développe un médicament, ça coûte tellement cher, on fait quelques choix stratégiques et quelquefois, on décide que pour des principes actifs, on va avoir un seul fournisseur. Donc, c'est une monosource. Par contre, ce fournisseur, il y en a peut-être 2 ou 3 dans le monde qui pourraient fournir ce dont on a besoin. Et c'est un peu différent. Ça veut dire que pour moi, ce qui se passe quand on fait ces choix-là, en effet, là, on remonte à une autre pratique du métier achat, c'est notre stratégie. Voilà, quelle est la stratégie? Et ça aussi, il faut que ça soit une situation décidée. Et des fois, c'est des bonnes idées
d'être en monosource. Hein. Moi, je considère que c'est pas toujours une bonne réponse que d'avoir plusieurs fournisseurs. Des fois, il vaut mieux en avoir qu'un et mettre en place avec lui tout ce qu'il faut pour que ça soit super, que ça soit en termes d'innovation, de suivi, de supply, etc., que d'en avoir plusieurs. Par contre, ben, c'est à vous de le décider, c'est à vous de l'organiser, c'est à vous de mettre en place les stratégies. Voilà. Parce que sinon, en effet, si c'est une monosource qui est, on va dire, imposée par le fournisseur, ben, clairement, après, vous allez un petit peu courir derrière et c'est plus compliqué, quoi. Voilà. Mais vous avez toujours le choix. Par contre, des fois, nous, on avait le choix d'avoir 2 principes actifs sur un médicament. Par contre, ben, on doublait les coûts de développement du médicament. Alors après, c'est des choix. Hein. Regardez ce qui s'est passé avec les vaccins. Il y a des choix qui ont été faits par certains, d'autres par d'autres. C'est des choix. À la fin de l'histoire, on saura quels étaient les bons choix. Mais du coup, ben, c'est pareil pour nous, quoi. Voilà. Et ben oui, c'est moins facile parce que du coup, il va falloir un peu plus se préparer, il va falloir être un peu plus subtil dans la négociation, parce que une fois encore, négocier, c'est pas toujours de dire je suis pas d'accord avec toi, donc je vais aller travailler avec l'autre, quoi. Hein. C'est pas ça, négocier. Bon, est-ce que Joshua ou Christophe, vous voulez rajouter quelque chose? Non, non. On est bon? Alors, juste avant que je laisse la parole à Joshua, parce que comme c'est le président, hein, il faut qu'on lui laisse la parole. Je voulais juste vous repartager 2 infos, puisque du coup, alors attendez, clac, je retourne là-bas. Voilà. Comme je vous l'ai dit, on organise des masterclass à achat. Et d'ailleurs, on est au passage en train d'en préparer un certain nombre sur lesquels on communiquera prochainement. Il y en a une prochaine qui a lieu la semaine prochaine sur le code de la commande publique avec l'ensemble des outils que peuvent utiliser les acheteurs pour mettre en place des achats performants. Et il y a énormément de possibilités, comme vous le savez, si vous êtes dans le secteur. Et puis, il y a une masterclass qui a lieu le 23 mars après-midi sur la négociation logicielle. Donc, une masterclass achat, c'est un expert hein, qui est quelquefois chez Kropenko, comme c'est le cas de Michel, mais pas toujours, comme c'est le cas d'Antoine. Un expert vraiment d'un sujet qui vient pendant 2 à 3 heures. Ici, c'est des masterclass de 3 heures. Ben, vous formez sur le sujet. C'est une formation à distance avec laquelle vous repartez avec la vidéo de la formation, le support et puis les coordonnées du formateur, parce que bien souvent, après la formation, il se passe encore pas mal de choses. Voilà. Donc, si vous voulez plus d'infos, vous allez sur le site de Kropenko et vous aurez toutes les infos sur ces masterclass. Très bien. On arrive à 13h. Joshua, c'est toi qui as le mot de la fin. Ouais, merci beaucoup, Fabrice. Et puis, merci, Christophe, d'avoir participé à cette table ronde. Donc, comme Fabrice disait au début, le webinaire il sera disponible en replay d'ici quelques jours et on va le partager sur nos réseaux. Donc, n'hésitez pas à aller suivre Fabrice ou le Club Achat. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le Club Achat, n'hésitez pas à contacter les membres, soit moi, soit Christophe, soit nos vice-présidentes ou Valérie. N'hésitez vraiment pas. Et n'hésitez pas à nous suivre parce qu'on va, comme je disais au début, on va essayer de faire de plus en plus d'événements là, digital, donc avec un autre webinaire bientôt. Et si vous voulez devenir adhérent, ce sera avec plaisir. On recrute des nouveaux membres en ce moment. Voilà, donc merci beaucoup à tous, à toutes et à tous d'être venus. Bonne fin de journée, bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé et puis bon week-end à tous. Salut Joshua, merci à toi, merci à Christophe et bonne suite à vous tous.